Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler, je vais revenir un peu dans dans ce que j'aime le plus, c'est-à-dire pas la politique, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et c'est comme ça, ma véritable nature, c'est quand même de raconter des conneries et de faire rigoler la galerie. Et il ne faut jamais renier ce qu'on est au plus profond de soi. Alors, si je reprends le micro d'une certaine façon ce matin pour vous parler de ça, c'est parce que ce matin, je suis allée voir une vidéo. Enfin, j'ai vu une vidéo qui m'a qui m'a mené vers une autre vidéo, qui est une émission de la radio-télévision belge, RTBF, qui s'appelle 69 minutes sans chichi avec Jérémy Ferrari. Alors, il faut savoir que Jérémy Ferrari, j'ai une relation toute particulière avec lui. C'est d'une certaine façon, je dirais, un de mes enfants spirituels. Euh, on s'est trouvé, on va dire, puis, on va dire simplement. Je ne veux pas dire par là qu'il ait une place dans mon cœur plus importante que les autres comiques de Ondar, mais il existe de toute façon quelque chose au niveau de l'inconscient dans le milieu artistique, quel que soit le secteur artistique concerné, il y a une communication d'inconscient à inconscient, on fonctionne avec les mêmes valeurs, on défend les mêmes causes, etc. Alors c'est vrai qu'en ce sens-là, je revendique ça. Alors bon, quand même, j'ai des arguments. Bon, Jérémy m'avait invité à voir son spectacle gratuitement, donc hein, c'est quand même arrivé peu de fois. Il y a que deux enfants spirituels d'Ondar qui m'ont invité à leur spectacle gratuitement, et voilà, je n'en dirai pas plus. Mais bon, donc j'étais au premier rang, que je vous raconte quand même, c'était Alléluia Bordel. Et j'étais au premier rang, donc avec les problèmes de jambes que j'ai, j'étais complètement ratatinée contre l'avant-scène en fait. Et donc j'en ai pris plein la gueule pendant tout ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, si moi je me pointe voir Jérémy sur scène et qu'il ne saisit pas le fait que je sois là pour se marrer et pour raconter des conneries, je serais personnellement extrêmement inquiète. Voilà. En ce sens-là, je réagis comme sa maman, quoi, vraiment. Alors cette émission-là, ce que je trouve vraiment très très intéressant, j'expliquais à Thomas, je chattais avec Thomas, de temps en temps je faisais des pauses et je chattais avec Thomas, et je réfléchissais aussi sur sur l'émission elle-même, 69 minutes sans chichi, là, parce que moi c'est vrai que j'aime les émissions qui se consacrent à un invité, mais qui sont suffisamment longues pour que l'invité puisse vraiment poser ses valoches, poser son sac à dos, et puis de pouvoir aborder des sujets sans avoir la pression du chronomètre pour vous pousser au derrière, quoi. Et je trouve ça vraiment tout à fait intéressant. Et moi, je suis tout à fait partante pour animer ce type d'émission. Il n'y a aucun souci, ça me plairait vraiment. Voilà. Bon. En ce qui me concerne, moi, par rapport à la télévision, j'ai toujours bien évidemment envie d'y travailler, mais c'est vrai que depuis toutes ces années, je postule chaque année et ça n'a jamais débouché sur rien. Ça ne signifie pas que je remette en doute ma participation, ou que je remette en doute les valeurs que j'ai apportées à la télévision, c'est pas du tout ça. Mais chacun sait que je suis aussi, je ne dis pas hélas, mais quelquefois ça pose quand même de gros problèmes. Je suis aussi l'inspiratrice de François Hollande et du gouvernement, comme chacun sait, et donc souvent, pour des raisons strictement politiques, quelquefois, ma situation professionnelle relativement aux médias ne peut pas progresser ou passe au second plan. Voilà. Alors que le fait de me faire embaucher passe au second plan, c'est complètement accessoire et ça n'est vraiment pas grave. Ce qui était par contre infiniment plus grave jusqu'à il y a une bonne semaine environ, c'était que moi, en tant qu'artiste, dans ce que je suis au plus profond de moi, c'est-à-dire une artiste peintre à la base, je n'arrivais même plus à peindre. Voilà. Donc ça, c'était extrêmement grave parce que moi, par rapport à ce que je suis au plus profond de moi, c'était vraiment dommageable. Parce que les premières années avec Thomas, lui, il était le premier à se réjouir de me voir renaître de ce côté-là, et puis tout ça pour en fait devoir me castrer parce que sur le plan politique, le côté politique passait avant. Donc, je retrouve le plaisir de mes pinceaux. C'est ça l'excellente nouvelle,
Et c'est ça qu'il faut bien se remémorer. Alors pour en revenir à l'émission là avec Jérémy, il se livre dans cette émission comme je ne l'ai jamais vu se livrer en fait. Et donc j'ai trouvé ça vraiment, mais alors vraiment passionnant. Il aborde énormément de sujets. Alors le problème c'est que j'ai commencé à prendre des notes, mais juste à un moment de l'émission, ce qui fait qu'il y a des choses que j'ai pas notées sur mon papier. Mais de toute façon c'est pas grave, je pourrais y revenir. Alors il y a notamment, il parle justement des gens qui sont racistes, xénophobes, islamophobes, etc., qui sont sectaires, et qui ne rient pas à son humour, etc. Et il dit, ceux qui sont pas d'accord, on les casse, et puis voilà. Je me souviens plus de l'auteur qu'il cite, et où il dit, quand t'arrives pas à avoir le dernier mot avec ton interlocuteur, t'as qu'à sortir une connerie, et puis tout le monde rigole, et puis du coup c'est toi qui as gagné. Et bien évidemment, Jérémy dit ça aussi en boutade pour que moi je rebondisse dessus, en fait. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous avez affaire à quelqu'un qui ne pense pas comme vous et qui est raciste, xénophobe, etc., au-delà de l'humour, justement, donc d'une certaine façon, ça me rassure qu'il ait dit ça, parce que lui, il est humoriste et il reste d'abord un humoriste. Et c'est là que je réalise, moi, que je ne suis pas d'abord, moi, une humoriste. J'aime raconter des conneries pour faire rigoler la galerie, c'est vrai. Mais je vais plus loin que ça, parce qu'en fait, quand quelque chose fait rire, quand quelqu'un fait rire, ou quand un sujet est saisi comme sujet de sketch ou comme sujet de spectacle, moi je vais plus loin parce que justement, je décortique la raison profonde pour laquelle l'humoriste a éprouvé le besoin d'en rire, et pour quelle raison le public va rire. Et là où ça devient absolument passionnant qu'il ait dit ça justement, c'est qu'il aborde un peu le sujet, en parlant de son instinct notamment. Il y a un avion qui passe. Il aborde le sujet notamment en parlant de son instinct. Et je pense que le rire, justement, le rire fonctionne beaucoup plus selon l'inconscient. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre sur le plan thérapeutique notamment. Parce que si un sujet de société qui est capté par les humoristes comme étant un sujet de sketch, et que le public rit, ça veut dire que ça n'est pas de la haine, ça n'est pas du ressentiment, ça n'est pas du mépris. Mais le fait qu'il en rit, par le phénomène de catharsis, justement, va permettre de désamorcer autant de petites bombes potentielles. Je dis pas ça sur le plan attentat, bien évidemment. Mais quand quelque chose fait mal, le fait de savoir que des humoristes vont en rire, eh bien, systématiquement, c'est quelque chose de profondément bénéfique pour la société. Et ça, c'est extrêmement important de vraiment comprendre. Parce qu'en fait, c'est là que réside le problème. Alors, il y a des gens qui ne parviennent pas à saisir le second degré, le troisième degré. Bon. C'est vrai que c'est délicat, parce qu'il arrive quelquefois qu'on ne rit pas à l'humour noir, à l'humour cinglant. Mais ce qui est intéressant, quand quelqu'un ne rit pas à l'humour de quelqu'un d'autre, c'est qu'il faut qu'il essaie de comprendre pour quelle raison. De toute façon, même quand on rit à l'humour de quelqu'un, je pense que c'est très intéressant de se demander pourquoi on en rit. Et si on ne rit pas, de se demander pourquoi on n'en rit pas. Maintenant, quelquefois, on n'a pas l'explication. Je vais vous donner un exemple. Moi, je regarde en ce moment le Marrakech du Rire 2015. J'ai trouvé qu'il y avait certains artistes qui étaient vraiment... des artistes qu'on connaît, où je suis parfaitement à l'aise dans leur univers, il n'y a pas de souci. Mais j'ai vu des petits nouveaux, dont certains m'interpellent, et je n'arrive pas à rire. Ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas bons. Absolument pas. D'abord, mon point de vue à moi n'est pas universel. D'accord ? Bon. C'est moi qui l'ai vu il y a quelques années, ça. Donc c'est pas la peine de... mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas bons. Peut-être que je vais le voir le lendemain sur un autre sujet, ou je vais revoir le sketch, je vais dire, ah bah oui, tiens, c'est marrant, j'avais pas vu ça comme ça. Je veux dire par là que moi-même, n'importe qui, de façon inconsciente, on peut ne pas être en disposition tout simplement au moment où on est confronté au sketch. Voilà, c'est comme ça. Le rire, c'est quelque chose qui est de l'ordre du réflexe. C'est ça en fait. C'est un réflexe, le rire, d'abord.
Hein. Quand on arrive à travailler dans le milieu de l'humour, par exemple, et qu'on arrive à dire ça c'est drôle, au lieu de rire à gorge déployée, là on peut commencer à s'inquiéter. Et là justement, le fait d'être castré, moi, artistiquement, j'en étais arrivé là. Hein. J'en étais arrivé à ne plus rire de mes enfants spirituels d'une certaine façon. Ce qui était quand même un symptôme extrêmement grave sur le plan psychiatrique, je dirais carrément. Hein. Voilà, bon, vous tracassez pas, j'ai retrouvé mes pinceaux. Hein, donc on est sauvés. Et je me raccroche à mes pinceaux comme à une bouée de sauvetage, d'une certaine façon. Mais voilà, le problème est là. Donc alors aujourd'hui, je suppose que France 2... donc j'ai plus de télévision. Et je ne peux plus voir aucune émission de télévision en direct parce que Thomas attend que je retrouve mon équilibre là à la rentrée pour m'autoriser avec Internet avec un plus fort débit pour que je puisse avoir la télévision sur mon ordinateur. Alors je cherche à déménager. Donc je cherche à déménager en région parisienne ou à Paris. Donc j'espère ne pas rester là. Voilà. Et j'ai vu mes tuteurs hier matin et je leur ai expliqué que, étant donné que la place que je prenais dans les médias maintenant, même si je ne travaille pas dans le milieu de la télé encore à la rentrée, je sais très bien que ma famille de cœur, sur le plan professionnel et tout, se trouve là-bas et que donc ma place elle est là-bas et qu'elle n'est pas en Normandie. Voilà. Je n'ai rien contre la Normandie, j'en ai juste un petit peu marre quoi, quand même. Ça fait 53 ans que je suis née en Normandie et que je suis en Normandie et j'ai besoin de voir autre chose que la Normandie. Bon, alors on va quand même parler un peu de l'émission. Donc il y a des sujets, il y a des trucs super graves justement qui ont été abordés par Jérémy et que je n'ai pas sur mon papier, donc je pense que j'y reviendrai soit par écrit soit par vidéo. Mais notamment justement quand il dit quand on a affaire à des gens qui rient pas ou que c'est des cons, etc., et qu'on les fait taire par le rire, moi j'ai la prétention d'aller plus loin. C'est-à-dire que quand on a raison, quand on finit par clouer le bec à quelqu'un par le rire et en le tournant en ridicule, ça n'est pas du mépris vis-à-vis de Jérémy quand je dis ça. Simplement lui a dit ça pour que je rebondisse, donc je rebondis. Et le problème, le challenge pour moi réside dans le fait de chercher à démonter la raison pour laquelle quelqu'un est intolérant, la raison pour laquelle quelqu'un n'accepte pas qu'on pense différemment de lui, etc., etc. C'est-à-dire que moi, j'ai la prétention d'aller au-delà du mépris. Et quand j'ai en face de moi un raciste, un xénophobe, un intégriste, s'il a une Kalachnikov, je discute pas, on est bien d'accord. Je veux dire, je suis pas kamikaze non plus, hein. Mais moi, je me bats avec mes mots et je me bats avec la langue, je me bats avec le verbe. Voilà, c'est chacun choisit ses armes comme il le peut. Et moi, je choisis moi de ne pas, dans la mesure du possible, de ne pas mépriser. J'y arrive pas toujours, hein. Je précise, malheureusement. Mais je pense que j'y arrive beaucoup plus que d'autres, par contre. Sûrement, oui. Donc c'est pour ça que souvent je réponds sous les vidéos, par exemple. Quand je vois des vidéos qui sont extrêmement interpellantes, où il y a des choses qui sont dites, qui sont vraiment profondément dégueulasses et pour le coup vraiment méprisantes, là je suis capable d'être très méchante. Mais je suis infiniment plus méchante avec les mots que je ne le suis dans la réalité. Je ne suis méchante que pour me défendre ou pour défendre les faibles, en fait, en règle générale, c'est toujours comme ça. Hier, par exemple, je suis tombée sous un commentaire au sujet d'une vidéo de François Hollande qui essayait carrément de faire passer les migrants pour des suppôts du djihad, quoi. Hein. C'est-à-dire que les migrants, en fait, d'où ils sortent leur pognon, ça peut être que l'État islamique est derrière. Non mais attendez... Et le mec, il théorisait ça façon historien de l'islam, etc. Vous voyez, non mais attendez. Bon, quand je me trouve vis-à-vis de gens comme ça, si vous voulez, c'est clair que c'est pas par l'humour qu'on peut traiter ça, quoi. Donc j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'est sur mon site internet. Bon, mais je vais essayer là de faire le tri un petit peu face aux humoristes. Donc moi je suis partante pour faire une nouvelle émission de détection de nouveaux talents de l'humour. Ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai les compétences pour le faire parce que bon, je détectais déjà à l'époque de Ondar. Hein. Il y a certains artistes chez Ondar qui sans moi ne seraient pas sortis. C'est-à-dire qu'ils se faisaient bouler et ils ne revenaient pas. Parce que je les ai détectés alors que
Laurent, Catherine Barma et la totalité de l'équipe, en fait, ça passait pas, quoi. Et moi, je disais, hop, là, vous me chopez, celui-là, il faut absolument qu'il revienne. Il revenait, et puis là, il arrivait à faire son trou. Alors, il y en a pas eu énormément, mais il y en a eu quelques-uns. Il y a notamment les décaféinés, qui passaient pas au début. Je me souviens très très bien, leurs premiers passages, ils ne passaient pas. Et avec moi, eh ben, ils sont passés. Voilà. Et j'étais allée les voir, d'ailleurs, à Honfleur, et j'avais énormément ri. Mais bon, je vais essayer quand même d'être le plus efficace possible. Donc oui, je parle des Marrakech du rire, donc j'ai pas fini, il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de voir la totalité de la vidéo, et j'avais pris aucune note. C'est-à-dire que j'avais regardé les Marrakech du rire uniquement pour voir ce que je ressentais comme ça, quoi. Sans analyser ou sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Parce que justement, j'étais à la recherche d'abord de mes émotions primitives par rapport au rire, si vous voulez. Voilà pourquoi. Il y a des choses super intéressantes. Mais j'ai vu notamment des chocs, j'ai entendu des choses notamment justement qui m'ont choqué moi. Pour que ça me choque moi, on peut se poser des questions quand même. Et alors, je voyais que tout le monde riait, et le problème c'est que personne n'a vraiment saisi pourquoi il riait. Et c'est là où moi j'interviens justement. Je me souviens plus du nom de l'artiste, je suis désolée, mais il parlait, bref, du mec qui la nuit, discrètement, pendant que sa femme dormait, crac, quoi, puis elle voyait que du feu, quoi, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, avec les gestes et tout, enfin bref. Et ça m'a profondément mise en colère, en fait. Ça m'a profondément mise en colère. Et j'en rigole maintenant, parce que j'ai mis 24 heures à peu près. Puis au bout de 24 heures, je me suis dit, mais putain, mais c'est lui qui a raison, bien évidemment. C'est simplement à moi de rebondir dessus, quoi. Parce qu'en fait, le viol dans le couple, c'est quelque chose qui existe véritablement, figurez-vous. Hein. Ça, c'est la première chose. Et donc, il a bien fait de le faire. Mais par contre, là où c'est un petit peu dommage, c'est pour ça qu'on se rend compte que quelquefois, il y a des sketchs qui demandent à être décryptés un petit peu, quoi. Ou à être commentés, en tout cas. Parce que le viol entre époux existe bel et bien. La notion de devoir conjugal dans le couple n'existe plus juridiquement, hein, depuis pas mal de temps déjà. Et depuis plusieurs années. Et j'avais notamment été profondément choquée par un cas qui s'était produit d'hommes au sein du couple qui sont... comment on appelle ça? Vous savez, qui se lèvent la nuit, là. Je cherche souvent mes mots. Enfin bref, pas insomniaque, je me souviens plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Et alors... le regard des psychiatres à l'époque était que non, c'était pas un viol parce qu'il était vraiment en train de dormir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le mec discret, c'était hallucinant, quoi. Il y avait carrément le cas d'une gamine, le père violait la gamine alors qu'il dormait éveillé, quoi. Le nom me revient pas, je suis désolée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement hallucinant, quoi. Donc évidemment, quand j'ai entendu ce sketch, sur le coup, ça m'a gonflé, quoi, parce que j'essayais de retrouver mes repères, moi, parce que j'allais pas bien et donc j'avais besoin de me raccrocher à ça. Et je tombe là-dessus, j'étais furieuse, en fait. Enfin, j'étais pas furieuse, j'étais contrariée. Puis le lendemain, je me suis dit, ben non, mais il a raison. Voilà, ça sert à ça aussi, l'humour. Hein. Mais bon, je reviendrai sur le truc en particulier. Mais je vais revenir justement sur la relation, sur des choses qu'il a dit au sujet de plusieurs artistes. Au sujet de Gad Elmaleh, moi Gad Elmaleh, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce qu'il fait, pour être tout à fait franche. Moi, j'adorais vraiment Gad Elmaleh et je n'ai absolument rien contre lui encore maintenant. C'est pas parce qu'il s'est marié avec quelqu'un qui fait partie de la famille de Monaco, etc., qu'il a plus d'humour. Mais simplement, ce que j'ai expliqué à Thomas, c'est que ce qui se passe en fait, c'est que quand un humoriste en arrive à atteindre un degré de popularité tel qu'il se trouve épouser, entre guillemets, une classe sociale qui n'a plus rien à voir avec le peuple, inévitablement, il perd de la crédibilité. Voilà. Il perd toute crédibilité. Et c'est vrai que c'est un vrai problème existentiel pour l'artiste lui-même. Ça, c'est indéniable. Ça n'est absolument pas du mépris, hein, ce que je fais là. Pas du tout. Bien au contraire, même. Bien au contraire. Mais c'est quand même la vérité. Imaginez qu'aujourd'hui, quelqu'un demande à Gad Elmaleh
de tourner dans un excellent film où il joue par exemple un clochard? Est-ce que Gad Elmaleh, parce que l'on sait sur sa vie privée et familiale, serait crédible dans le rôle d'un clodo ou d'un SDF? Peut-être que oui, hein, peut-être que oui, mais on peut se poser la question. Voilà. Mais de toute façon, de façon générale, c'est vrai pour n'importe quelle profession artistique. Quand on est un artiste, c'est d'une certaine façon un métier à risque par rapport au cheminement personnel. Parce que l'inspiration, c'est quelque chose qui va, qui vient. Quand on fait un disque, quand on fait un spectacle, quand on fait une pièce de théâtre, ça peut ne pas marcher. Et donc, il faut quand même assurer ses arrières psychologiquement pour tenir bien la route et être bien dans sa tête. C'est un fait. Mais je pense que dans le milieu de l'humour, ça l'est encore plus. Je me souviens notamment que Benguigui, Jean Benguigui, que j'aime énormément, à l'époque où il était jury de Ondar, avait fait une réflexion à mon intention, justement, parce que c'est vrai que d'une certaine façon, je suis un peu la maman psychologique de toute la bande dont on ne demande qu'à en rire, et il avait expliqué, je ne sais plus où exactement, que les moments de grâce que j'avais connus moi émotionnellement vis-à-vis de la famille artistique dans le milieu de l'humour, je parle de Ondar en particulier, c'était quelque chose que je ne retrouverais probablement pas ou très difficilement. Donc j'en ai fait mon deuil. Donc à partir du moment où j'en ai fait mon deuil, ça veut dire que je peux continuer encore, et peut-être que ça se produira, peut-être que ça se produira pas. Bon, eh bien on verra bien. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui risque pas de réussir ou de se planter, quoi. Je veux dire, il faut bien avancer dans la vie, et puis voilà, c'est comme ça. Bon alors, pour Gad Elmaleh, voilà, moi j'en suis là. Bon, maintenant, il y a des tas de choses. Quand on a la chance d'être riche, on peut faire énormément de choses pour l'humour, pour le cinéma, etc., sans nécessairement être devant la caméra. On peut être derrière aussi. Enfin, on peut faire plein de choses autres. Voilà, ça c'est une chose. Bon, Dieudo, moi, dès l'instant, là, c'est marrant parce que quand j'ai entendu Jérémy parler de Dieudonné, j'ai vraiment eu l'impression que c'était moi qui parlais parce que j'ai dit la même chose il y a quelques jours, quoi. Moi, dès l'instant qu'il est toujours sur le site de Soral, je vais pas voir ses. Alors, Jérémy va voir ses vidéos, moi, je vais même pas les voir. Enfin, je me dis pas, je choisis de ne pas aller les voir. Non, j'ai pas envie, quoi. Donc j'y vais pas. Par contre, c'est vrai que je vais m'épastiller Soral. Hein. Ça fait plusieurs jours que je le dis, mais je vais le faire là. J'ai décidé de le faire dans l'après-midi, je pense. Bon, j'ai vu, j'ai rigolé au sujet de Nicolas Bedos, de ce qui s'est passé. Oui, ça m'a fait sourire parce que Nicolas qui se sent blessé parce que Jérémy rit de lui, c'est parce que ce jour-là il était pas bien. Je pense que la veille il aurait ri ou le lendemain aussi. Je veux dire, par définition, un humoriste, il marche sur un fil. Hein. Il marche sur un fil et c'est un travail d'équilibriste tout le temps. Donc à partir du moment où c'est un travail d'équilibriste, il y a des moments où il a l'impression qu'il va se péter la gueule, où il dit des conneries. Je veux dire, il n'est pas parfait. Jérémy non plus n'est pas parfait et Nicolas non plus. Donc il y a des moments où il y a des petits frottements et moi personnellement ça me choque absolument pas. Je les adore tous les deux et je les trouve extrêmement courageux tous les deux et ça me pose à moi absolument aucun problème. Voilà, ça c'est une chose. Bon. Ensuite, on parle de l'émission pour tous. Alors donc, étant donné qu'on me protège de la télévision, d'une certaine façon, et je me doute bien que France 2 a prévu des choses à l'insu de mon plein gré, donc si je comprends bien. Donc on insiste lourdement sur l'émission pour tous que j'avais proposé de reprendre moi il y a plusieurs mois. J'avais dit pour le mois de septembre, je sais pas, j'ai dit moi l'émission pour tous c'est quand même un type d'émission qui ouvre des perspectives extrêmement larges. Moi le jour où ça va être possible que j'intègre l'équipe, je pense que je peux intégrer l'équipe en tant que pas dans le public mais dans le truc quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je me vois très bien, par exemple, avec Jérémy à côté de moi et puis Christine Bravo de l'autre, et je vous raconte même pas comment il va en prendre plein la gueule. Il en prendrait plein la gueule par Christine Bravo et moi. Mais alors, il n'y a aucun souci. Hein. Je pense que là, le petit Jérémy, il serait plutôt mal barré. Hein. Ça ouvre l'opportunité aussi de faire intervenir plein d'artistes pour faire des sketchs comme ça, qui tombent comme un cheveu sur la soupe. Enfin, il y a plein de... C'est un type d'émission... en fait, qui ouvre plein de perspectives, en fait.
C'est plein c'est plusieurs portes qu'on peut ouvrir selon l'opportunité, selon l'actualité, selon ce qu'on a envie de faire. Donc moi je trouve ça vachement intéressant, quoi. Voilà. Alors je précise que je cautionne entièrement l'émission et je la cautionne y compris si je n'y participe pas encore pour l'instant. Voilà. Alors pour quelles raisons, notamment, je n'y participerai pas encore la raison principale, c'est que j'ai encore des dossiers importants sur lesquels il faut que je travaille. Je suis en train d'écrire des livres. J'ai terminé le livre sur l'aviculture, mais apparemment il sortira pas avant janvier minimum, si j'ai bien compris. Je suis en train de travailler sur un livre sur la famille et l'évolution de la famille. Donc ce que je fais en fait, c'est que selon les différents livres que je suis en train d'écrire, je reprends la majorité des articles que j'ai écrits depuis plusieurs années, et puis je reviens dessus. C'est-à-dire que je les relis et je commente aujourd'hui, voir si j'ai évolué sur certains sujets. Généralement, je complète ou je précise ce que j'ai fait hier au sujet de l'adultère, par exemple. J'ai travaillé pendant 3 heures. J'ai travaillé pendant 3 heures au sujet de l'adultère et donc j'ai complété parce que j'avais pas fini. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, notamment, il dit quelque chose d'extrêmement interpellant. Alors là, j'ai l'impression que c'était moi qui parlais. Au sujet des bons orateurs, et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà. Être un bon orateur, c'est une chose. Après, il faut fouiller dans ce qui est dit. Voilà. À bon entendeur. Oui, j'ai adoré ce qu'il a dit, notamment au sujet de la colère, qui est inspirante. Et là, il a parfaitement raison. Encore une fois, il a parfaitement raison. Ce qu'il a dit sur le viol aussi. Si quelqu'un proche de lui se faisait violer, est-ce qu'il en rirait? Oui. Et il a raison quand il dit, mais vous connaissez pas le problème, si vous aviez quelqu'un autour de vous qui soit concerné, vous ne ririez pas. Il a raison quand il dit, mais vous savez pas ce que j'ai vécu. Il a parfaitement raison. Alors, le clou, l'intervention sur Internet parce qu'à la fin de l'émission, il y a une question. C'est-à-dire que les internautes peuvent envoyer des tweets et des messages sur Internet, et ils posent une question à Jérémy Ferrari. Et puis l'équipe de l'émission choisit la question la plus intelligente et la plus pertinente, que je ne vous dévoilerai pas, il faut aller voir l'émission. Super. Excellent sujet de philosophie. Ma petite croix.